Bonjour, les DRH à la croisée des temps. Alors, en fait, c'était le titre donné à des rencontres importantes organisées par l'association des DRH de grandes collectivités dans le monde public, avec en réalité toute une série de thèmes qui ont été étudiés. Alors, quelques questions au nouveau président de cette association, Monsieur Lecaillé. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour Eric Landau. Première question, en quoi, beaucoup étudié lors de votre congrès, en quoi le travail à distance a-t-il aussi distendu le rapport au temps de travail? Alors le télétravail, c'est un petit peu quand le temps de travail s'invite à la maison. Ça veut dire que ça crée un certain nombre de perturbations et sur le travail et sur la vie personnelle et familiale. Avec quand même un paradoxe dans tout ça, c'est-à-dire que ça crée à la fois pour les agents des possibilités d'interruption dans leur temps de travail, et donc d'immiscer dans ce temps de travail des choses qu'ils auraient fait normalement dans leur vie quotidienne et familiale à d'autres moments. Donc ça peut apporter un certain nombre d'avantages, et ça permet finalement, en distendant la durée totale du temps de travail, de venir y insérer quelques éléments qui viennent faciliter la vie quotidienne. Bon, on le sait tous, quand on doit recevoir un réparateur chez soi, quand on doit faire certaines tâches ménagères, ça peut effectivement avoir quelques avantages d'être en télétravail. L'autre phénomène, et c'est pour ça que je parle de paradoxe, c'est que les DRH, en tout cas, c'était assez notable lors de notre colloque, les DRH ont tous constaté des phénomènes d'intensification liés au télétravail, hein. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés tous avec des agents qui se retrouvaient en situation de travail extrêmement intense, liés à la dynamique du télétravail et tout particulièrement phénomène de tunnel, de réunions visio qu'on enchaîne les unes après les autres, où on s'est rendu compte qu'en fait, on avait certains agents qui ne prenaient aucune pause, aucun temps d'interruption entre deux visios, et donc ça crée des phénomènes de tunnel qui menaient jusqu'à une forme d'épuisement. En fait, les agents qui sont en télétravail doivent aussi apprendre à aménager leur temps pour trouver les pauses nécessaires, trouver la respiration nécessaire et faire en sorte qu'ils ne soient pas effectivement happés dans ce tunnel de télétravail qui peut, voilà, qui est la contrepartie du confort qu'on a chez soi, hein, mais qui peut effectivement à terme se révéler assez, voilà, assez néfaste pour le travail. D'où la nécessité aussi, et ça on s'en est tous rendu compte, d'alterner les périodes de présence et de travail à distance pour retrouver aussi ce lien social, hein. En termes de productivité, en fait, les résultats sont assez contrastés aussi, hein. C'est-à-dire que on a pu voir sur certaines tâches, il y a effectivement des phénomènes de productivité massifs sur, par exemple, l'exécution comptable. On a vu que, voilà, en termes d'exécution comptable, quand on a des gens qui sont bien installés chez eux, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'ils ont les outils nécessaires avec, par exemple, un écran suffisamment grand, un portable qui est suffisamment performant pour pouvoir traiter à distance et accéder à distance au logiciel, ça permet effectivement d'avoir des productivités intéressantes parce qu'on n'a pas de phénomène d'interruption au travail tel qu'on peut les connaître quand on est dans un bureau, quoi. Dans votre congrès, il y a aussi plusieurs thèmes majeurs sur le temps, l'empressement, l'infobésité, les difficultés à bien hiérarchiser le travail pour lesquelles il y a des vraies remises en cause, tant scientifiques que dans le vécu quotidien des agents. Que retenir de vos débats sur ce point? Corinne Godard et Serge Volkov, ils ont venu nous parler de leur dernier ouvrage qu'ils ont intitulé Le temps pressé et qui décrit ce qu'ils appellent le modèle de la hâte, qui est un modèle d'intensification des temps de travail. Ils insistent sur ce pluriel, qui est un mélange à la fois de ce qu'ils appellent le productivisme réactif, lié à cette capacité qu'on a désormais à mesurer beaucoup plus de choses dans l'activité professionnelle et à mettre des indicateurs un peu partout. Et donc la volonté presque irrépressible de vouloir améliorer la performance de ces indicateurs. Et donc ça veut dire rogner sur les temps de travail, rogner sur surtout les marges du temps de travail. Effectivement, le travail réel n'est qu'une série de petits arrangements qu'on fait avec le travail prescrit pour en corriger les défauts, pour anticiper, pour évaluer, etc.
Et le modèle qui décrivent du modèle de la hâte est un modèle qui vient totalement gommer ces moments-là. Ça a eu beaucoup d'écho parmi nos participants au sein du colloque. Ils s'y sont tous retrouvés, puisque la particularité des grandes collectivités territoriales est aussi d'avoir un grand nombre de métiers dans une même structure. Donc, évidemment, à des degrés divers, on pouvait tout à fait s'y retrouver. Alors néanmoins, les auteurs ne font pas pour autant l'éloge de l'immobilisme, hein. Ils reconnaissent qu'effectivement, le changement dans le travail, c'est aussi un phénomène stimulant. C'est aussi ce qui nous permet d'évoluer, de développer des compétences, de progresser dans nos vies professionnelles et dans nos compétences aussi personnelles d'ailleurs. Néanmoins, ce qui devient de plus en plus difficile pour les travailleurs, nous disent-ils, c'est finalement qu'on n'a pas le temps de respirer entre deux changements. Et que le changement, qui était conçu théoriquement comme voilà, des périodes de crise suivies de périodes de stabilité, puis une nouvelle période de mouvement, etc. En réalité, on est désormais dans des phénomènes cycliques, alors qui sont plus des phénomènes de spirale d'ailleurs, où en fait on décrit une boucle et puis on passe tout de suite à la suivante, sans avoir véritablement le temps de reprendre son souffle entre les deux. Et ce sont ces phénomènes-là qui sont très perturbants pour les agents, mais aussi pour les managers. On a beaucoup insisté sur cette catégorie particulière de salariés. Les DRH sont des managers, donc ils vont faire de d'âme à ce titre-là, mais ils ont aussi cette responsabilité supplémentaire de devoir garantir la bonne sécurité et la santé au travail de tous les salariés de leur structure. Donc évidemment, à ce double titre, ils sont particulièrement concernés et ils sont un peu pris en étau avec ces exigences du travail pressé et cette spirale continue du changement qui fait qu'ils doivent à la fois absorber, comprendre, métaboliser en quelque sorte les changements qui sont prescrits et les restituer auprès de leur équipe pour pouvoir continuer à la faire avancer. Et les débats se sont beaucoup focalisés aussi sur la semaine de 4 jours ou quelques autres modes alternatifs d'organisation du temps de travail. Là aussi, que retenir des débats au sein de votre association à ce sujet? Alors, on a eu des témoignages extrêmement intéressants, alors pas que issus d'ailleurs du monde de la fonction publique territoriale. On a eu le témoignage donc de la DRH de l'URSSAF de Picardie, donc une structure comme vous le savez, de droit privé, même si elle est d'intérêt public, et qui a proposé effectivement sur un mode très, très participatif à ses salariés d'envisager des modalités différentes de travail, donc y compris avec cette semaine de 4 jours, avec un intérêt, quand ils ont fait cette démarche de sonder leur personnel, un intérêt très marqué pour cette modalité un peu différente d'exercice. Bon, ils ont constaté ensuite, une fois qu'il fallait en venir à des engagements plus concrets, qu'en réalité assez peu d'agents avaient vraiment fait le pas, de salariés, pardon, avaient vraiment fait le pas vers ce choix d'un modèle de 4 jours. Et la conclusion principale qu'ils en ont tirée, alors conclusion, c'est un peu tôt puisque c'est encore une fois très récent, je crois que ça date de septembre, c'était le fait qu'en fait, les salariés se déterminaient beaucoup par rapport finalement à la réalité de leur vie familiale et personnelle, et qu'en fait, ils étaient beaucoup rythmés par le temps de l'école des enfants. Voilà. Et que donc travailler sur 4 jours, sans réduction du temps de travail, ça veut dire mécaniquement qu'on allonge la durée du travail, qu'au lieu de commencer à 9 heures, on commence à 8 heures, et qu'au lieu de terminer à 17h30, on termine à 18h, 18h30. Ce qui induit évidemment des contraintes en termes de frais de garde pour les enfants, le matin et le soir, et c'est finalement ça qui est le plus dissuasif, quoi. On s'est donc rendu compte, et notamment en passant ensuite à un autre exemple qui avait été présenté donc par la DRH de l'APHP, qui est venue nous livrer son témoignage, donc Vanessa Fage-Morel, euh, qui nous a présenté en fait un système où désormais le rapport de force est un peu inversé sur le marché du travail et particulièrement sur le marché du travail pour les personnels de santé, où c'est désormais l'employeur qui doit s'adapter un petit peu au temps de travail souhaité, au rythme et au cycle de travail souhaité de ses salariés. Ce qui suppose finalement d'avoir une diversité de solutions à proposer, c'est de plus en plus d'un modèle unique, qui serait le modèle voilà, 35 heures pour RTT pour les cadres, par exemple. On s'oriente vers des modèles qui sont plus différenciés,
Ce qui veut dire que la contrainte, désormais, elle ne va plus reposer sur le salarié qui va devoir s'adapter au temps de travail, au cycle de travail que lui propose l'entreprise ou la collectivité publique, mais c'est plutôt la collectivité qui, elle, va devoir, avec le panel de temps de travail, de cycle de travail différencié qu'elle propose, s'adapter aux rythmes qui sont choisis par les salariés. L'illustration concrète qu'on en a eue, c'était de se dire que quand on a des salariés jeunes diplômés, encore sans enfants, ils préfèrent avoir finalement des temps de travail très concentrés, quitte à faire même des journées continues de 12 heures, mais avoir des longues périodes de repos qui s'ensuivent. Donc enchaîner ensuite des jours de récupération, puis des jours de congés de repos. Et à l'inverse, les salariés qui sont en situation, voilà, d'avoir des enfants en âge scolaire, eux, finalement, reviennent ou restent sur des modes de travail très classiques tels qu'on les connaît aujourd'hui, avec des journées, en gros rythmées par un temps de travail, hebdomadaire de 7 à 8 heures, quoi. Voilà. Bien, merci beaucoup. Merci Eric Landau, au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les minutes juridiques parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.